Bonjour à toutes et à tous, Corentin Consigne, belle évolution. On va commencer par une rapide présentation des deux structures qui vont parler pendant cette première partie qui aura plutôt pour but de cadrer le sujet, de dire de quoi on parle, les enjeux de la logistique du dernier kilomètre et pourquoi le vélo peut a priori en être une solution intéressante. Donc, Belle Évolution, c'est un cabinet de conseil en transition écologique. On accompagne tout type de structure, donc entreprises, territoires, campus, organisations non gouvernementales, etc., sur tous les sujets de transition écologique. Donc, vous en voyez certains ici, RSE, énergie, climat, biodiversité, mobilité, numérique responsable et innovation. Et plus particulièrement sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, on l'aborde sous deux aspects différents. L'aspect entreprise, où on a des accompagnements Fred 21 et on a des accompagnements FED 21 et l'aspect mobilité, planification des mobilités, où on resitue la logistique dans dans le champ plus large de la planification des mobilités via, entre autres, le programme Interlude et des schémas de planification des mobilités un peu plus larges. Et Gaëtan, je te laisse la parole si tu peux en présenter les boîtes à vélo en deux mots aussi. Bonjour à toutes et tous. Donc Gaëtan Piéguet, responsable projet au Boîtes à Vélo France, qui est une association d'entrepreneurs et d'entreprises à vélo cargo, tout secteur d'activité confondu, comme vous pouvez voir en bas à droite, des métiers de service, d'artisanat, tout le champ de la logistique, des fabricants de vélo cargo, restauration et culture. Et l'objet et la mission de l'association, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui choisissent le vélo et en particulier le vélo cargo pour leurs déplacements utilitaires. Et donc les actions de l'association, ça passe par de la formation, comme vous pouvez le voir avec Ma Cycle Entreprise, de l'accompagnement, du conseil, du lobbying aussi réglementaire, de la production de connaissances, notamment avec une étude nationale cyclo-logistique en cours, et de l'animation de réseau avec la dernière création de la Fédération professionnelle de cyclo-logistique. Merci pour cette présentation. Et donc, comme je le disais, cette première partie introductive qu'on va faire à trois voix avec moi-même, donc Gaëtan et Julien. Et je laisse la parole à Julien pour démarrer. Bonjour à toutes et à tous, Julien Langer, urbaniste des mobilités chez BL Evolution. Comme urbaniste, j'ai toujours un petit peu l'habitude de refaire un point historique sur l'histoire un peu plus longue des villes. Et donc, je vais prendre cette casquette pour évoquer dans un premier temps et rapidement un panorama de l'histoire de la logistique intra-urbaine. Vous avez à gauche une vue imagée de Paris vers 1750, intitulée Les embarras de Paris, où l'on voit un certain nombre de charrois, de personnes en cours de transport de marchandises avec différents utilitaires. Paris au XVIIIe siècle, dit Arlette Farge, une grande historienne du XVIIIe siècle, est un grand port et sur les chantiers d'embarquement et de débarquement s'embauchent pour un temps tous ceux qui n'ont pu trouver ailleurs de quoi travailler. Ça évoque déjà un petit peu ce qui se passe autour des auto-entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent un petit peu à la tâche dans ce secteur de la logistique urbaine. Une image au centre en 1830, le mur des fermiers généraux, la barrière des fermiers généraux qui est encore en place jusqu'au début du XXe siècle et qui est la barrière d'octroi qui va faire l'objet d'un débat tout au long du XIXe siècle. Faut-il ou non taxer les marchandises qui rentrent dans Paris ? J'ai tendance à la mettre un petit peu en parallèle, celle-ci, avec des questionnements aujourd'hui autour des ZFE qui sont des formes de nouveaux octrois, simplement la monnaie d'échange. Le critère principal n'est plus la valeur d'imposition, mais celui du CO2. Vous avez en haut à droite des images des années 50, en plein cœur de Paris, les halles centrales de Paris, désormais délocalisées à Rungis, qui, vous le voyez, finalement, mettent en évidence un certain nombre de métiers de la logistique du dernier kilomètre ou du dernier mètre, avec un certain nombre de chariots à bras, et puis des véhicules motorisés qui apparaissent, bien sûr, dans le transport, l'entrée et la sortie des marchandises. Et puis, dernière image, deux dernières images, 2018, l'expérimentation du transbordement de marchandises dans le port de Strasbourg par la cyclo-logistique. Et enfin, l'image et le périmètre défini par la ZFE au 1er mars 2022 dans le Grand Toulouse.
Voilà, après ce petit panorama qui montre qu'un certain nombre de réalités de cette logistique urbaine sont déjà là depuis quelques siècles, je voulais donc rappeler qu'après avoir été longuement dominé par la marche à pied et le transport à dos de mulets, avant l'ère du moteur, la ville est donc bien une place de marché qui s'organise à la contrainte du pas. Et on peut dire que les transports sont lents et leurs coûts élevés. L'avènement des moyens de transport mécanisés et motorisés au milieu du 19e siècle, on peut penser aux péniches, aux trains, aux trolleys, puis au milieu du 20e siècle où va se généraliser le véhicule individuel, transport de particuliers et transport de marchandises, permet de dissocier et d'éloigner différentes fonctions urbaines. Donc on voit apparaître au milieu du 20e siècle, et c'est un phénomène qui se prolonge encore aujourd'hui, une spécialisation et un zoning spatial des villes devenant des conurbations. Mais c'est aussi une transformation des lieux de production et des lieux de consommation, une transformation de leur géographie, avec un premier mouvement de régionalisation en France, avec la délocalisation des entreprises qui étaient en ville jusque dans les années 60 et qui quittent les villes en partie. Et puis aujourd'hui, un très fort mouvement d'internationalisation des échanges. Ce qui entraîne finalement des besoins logistiques grandissants, puisque les distances s'allongent quelque part, et les échanges s'intensifient, des chaînes plus longues, des problématiques d'acheminement, de stockage, de reprofilage des colis, jusqu'au client final, qu'il soit professionnel, on parle de B2B, ou particulier, on parle de B2C. Donc, à un bout de la chaîne, on trouve les grands ports mondiaux à containers, et à l'autre bout, on peut trouver même le piéton, avec le drive piéton, la livraison de courses à domicile, et maintenant le cyclo-logisticien. Alors, à travers ces différentes échelles de logistique, on a finalement des chiffres qui donnent parfois un petit peu le tournis et qui posent la question de comment appréhender finalement ces échelles de la logistique. Cette échelle monde avec une image qui pourrait être le port de Rotterdam avec plus de 15 millions de containers reçus à Rotterdam. Cette barre a été franchie en 2021 en équivalent 20 pieds. Si on regarde le phénomène du transport de longue distance en France, il est dominé par la route. Eh bien, encore jusqu'à récemment, on ne savait pas combien de camions circulaient en France et où se concentrait le trafic. C'est l'objet de l'observatoire par Flux Logistique et la société Orange qui va essayer de documenter cette information. Les entrepôts traitant de l'express en Île-de-France, il a été calculé par l'Institut Paris Région, qui génère 7 fois plus de véhicules que l'ensemble des sites, avec 140 véhicules par jour pour 10 000 m² en entrée et autant en sortie. Donc, ce transport express a un impact, on le mesure à travers cette prolifération finalement du transport. La ville de La Rochelle, en 2018, a reçu 26 000 colis en entrant, une ville moyenne de 60 000 habitants, une agglomération de 130 000 habitants exactement, je crois. Et puis, la dernière échelle, c'est celle, je dirais, du client final, avec notamment la livraison du colis sur lequel repose notamment le sujet du prix de la livraison qui va être un petit peu au centre des préoccupations de la cyclo-logistique. Alors, le 21e siècle sera-t-il logistique? Et dans ce cas, quelles externalités pour les villes? Quelles sont les questions qu'un urbaniste doit se poser aujourd'hui? La grande mutation que l'on traverse, c'est à la fois, et qui touche bien sûr bien d'autres secteurs et plutôt l'ensemble de la société que simplement la logistique, c'est un phénomène de digitalisation, mais aussi de plateformisation, de marketing individualisé, si bien que l'objet, le bien ou le service arrive de plus en plus à domicile et c'est devenu la meilleure façon de le vendre et de gagner des parts de marché. Ce sont les choses finalement, les biens de consommation qui se déplacent plus que le consommateur. La livraison devient la clé de la vente dans un nombre grandissant de secteurs. Les villes deviennent à leur tour des territoires logistiques où de multiples acteurs opèrent jusqu'à maintenant avec des flottes de véhicules traditionnels, si bien qu'on peut s'interroger si la congestion urbaine ne nous guetterait pas à nouveau. Il faut adapter la ville à l'automobile, tel était le slogan dans les années 1960 à propos de la ville de Londres, qui a été appliqué partiellement par le président Pompidou avec les voies sur berge. Faudra-t-il se résoudre à adapter la ville à la logistique? Ça pose un certain nombre de problématiques qui sont liées finalement aux symptômes de la démultiplication de cette livraison en ville. L'encombrement de l'espace public, qui est un premier sujet,
le danger des manœuvres pour les piétons, pour les personnes fragiles, pour la vie urbaine, la pollution atmosphérique qui reprend vigueur en ville alors qu'elle avait plutôt tendance à diminuer, mais aussi d'autres sujets comme la sédentarité des habitants et leur dépendance au numérique ou à des services externalisés si l'on pense finalement un individu réduit un petit peu à une personne à domicile qui télétravaille et qui se fait livrer des marchandises ou de l'approvisionnement à domicile. Pour finir cette intervention, une carte de Paris qui est produite par l'Agence parisienne d'urbanisme qui, devant finalement la démultiplication des besoins de cette logistique du dernier kilomètre, a produit un certain nombre d'études qui visent à recenser les sites potentiels de réalisation de hubs logistiques du dernier kilomètre, incluant notamment le sujet du vélo. Alors, pour faire suite à cette première mise en perspective urbanistique par Julien, je vais détailler quelques enjeux environnementaux et enjeux également de partage de l'espace public qui sont liés à la logistique urbaine, parce qu'on parle effectivement de logistique urbaine ou logistique du dernier kilomètre, donc le dernier maillon de la chaîne logistique qui cristallise beaucoup de problématiques de la chaîne logistique, que ce soit en termes d'impact environnemental, comme vous le voyez ici en bas de cette slide, où ça va jusqu'à 50% des émissions de gaz à effet de serre et de polluants en ville, d'après une compilation d'études du CEREMA qui date de 2013. Et pour spécifier ça sur les villes de Lille et Strasbourg, Lille, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre, et Strasbourg, autour de la moitié des émissions de polluants atmosphériques. Donc, en termes d'impact environnemental, c'est un enjeu majeur. C'est aussi un enjeu majeur d'un point de vue économique parce que le dernier maillon qui est le plus court en termes de distance, la chaîne logistique, on dit du dernier kilomètre, mais c'est grosso modo on parle de rarement plus de 20 km de transport. C'est autour d'un quart des coûts de toute la chaîne logistique. Donc, c'est un enjeu à tout point de vue, un enjeu majeur en termes de logistique. Donc là, on a parlé d'émissions, mais il y a aussi des questions de pollution autre, de pollution sonore, par exemple, où on constate une augmentation d'en moyenne 5 décibels à l'heure de pointe du matin liée au transport et au flux de marchandises en ville. C'est un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu de partage de l'espace public. Toujours selon cette même étude du CEREMA, c'est en zone urbaine, le transport de marchandises correspond à 20% du trafic, 30% de l'occupation de la voirie, et 30 à 80% des stationnements liés au transport de marchandises, donc plutôt à la livraison de marchandises, sont considérés comme gênants. Vous pouvez le voir sur cette illustration, mais celles et ceux d'entre vous qui pratiquent le vélo au quotidien, par exemple, peuvent se rendre compte assez régulièrement du côté gênant que peuvent avoir certains camions de livraison. Et comme on le voit sur la droite, le petit graphique à droite, seuls 10% des arrêts des véhicules de livraison sur la voie publique sont sur des aires de livraison. Donc, ça pose des questions qu'on ne résoudra pas aujourd'hui en termes de dimensionnement de ces aires de livraison, par exemple. Toujours est-il qu'en zone urbaine, la place prise par la logistique est un enjeu majeur pour tous les usagers, que ce soit pour les cyclistes, pour les piétons, pour les automobilistes. Et le but va être aussi de repenser et d'avoir un impact positif sur l'environnement de manière générale, mais aussi sur l'espace public. Donc, pour amorcer cette transformation et pour préfigurer un peu l'intervention de Gaëtan par la suite, qui présentera plus en détail ce dont on parle quand on parle de cyclo-logistique ou de logistique à vélo. Ces avantages, je vais principalement appuyer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on a réalisé un travail avec BL Evolution l'année dernière à ce sujet, ou à périmètre constant. Donc, pour le dire très rapidement, le périmètre pris en compte, c'est de l'entrepôt de logistique situé à l'extérieur de la ville à la destination finale, donc commerce de proximité ou consommateur. On observe une réduction de 60, ou en tout cas on postule une réduction de 60 à 95% des émissions de gaz à effet de serre, sachant que tout n'est pas fait à vélo dans ce système-là, mais les flux de ce gros entrepôt logistique situé à l'extérieur de la ville jusqu'à des petits espaces de logistique urbain dans la ville, eux sont beaucoup plus optimisés et sont réalisés selon ce modèle plutôt la nuit par des poids lourds, ce qui permet d'optimiser les allers-retours et d'optimiser également
les flux logistiques et les impacts environnementaux. Et on l'a vu juste avant, en termes de partage de l'espace public et de cadre de vie, on a une amélioration générale et notable. Cependant, le passage à la cyclo-logistique, on le verra après, n'est pas sans poser un certain nombre de défis, qu'ils soient fonciers, qu'ils soient en termes de structuration, d'engagement des acteurs publics, etc. Et un enjeu majeur dans ces défis, c'est l'intégration de toutes les parties prenantes qui ont à voir avec la logistique et les systèmes logistiques. Donc, vous en voyez un certain nombre sur la droite de cette slide. Mais globalement, l'objet de la transformation de système logistique est d'intégrer toutes ces parties prenantes, de travailler en concertation, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup d'organisations, que ce soit les pouvoirs publics nationaux, les collectivités territoriales, des acteurs historiques de la logistique. On peut penser à la Poste, par exemple, ou à d'autres gros acteurs qui ont plutôt pour habitude d'avoir un fonctionnement plutôt classique avec des véhicules utilitaires et des poids lourds. Des acteurs émergents qui se positionnent sur d'autres segments. Et enfin, la destination finale, les consommateurs et consommatrices. Et également, donc là, on a parlé essentiellement de livraison ou transport de marchandises, mais il y a aussi les artisans qui sont à prendre en compte dans le système logistique, puisqu'ils font également du transport. Ils se déplacent avec des véhicules de logistique. Et je vais laisser Julien conclure sur notre partie pour te passer la parole, Gaëtan, juste après. Alors, on a essayé de transformer en une seule diapositive finalement les quatre principaux et illustrer les quatre principaux leviers qui nous apparaissent les plus probants, les plus puissants à articuler pour décarboner la logistique du dernier kilomètre et y faire figurer en bonne place le vélo comme une solution forte. La première, en commençant par le quart en haut à gauche, c'est d'agir sur la demande logistique. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais finalement, toutes les démarches de sobriété visent également et dans un tout premier temps à interroger la demande. Le deuxième levier, c'est d'agir sur les modes de livraison et les véhicules. Donc, un sujet d'organisation qu'on va voir à travers notamment un des retours d'expérience tout à l'heure. On pourrait s'interroger sur la notion de taxe carbone plus ciblée ou d'outils de type ZFE ou zone à faible trafic plus ciblés sur ces, et plus incitatifs sur ces questions de logistique urbaine. Le troisième levier, c'est d'agir avec les acteurs de la chaîne logistique. Donc là, on est plutôt sur une interrogation ou une réorganisation de la filière et du modèle économique d'un certain nombre d'acteurs par un soutien au verdissement des flottes et à l'augmentation de la part modale de la cyclo-logistique, soit en compte propre, soit pour compte de tiers. Appliquer des modèles de rémunération renouvelés qui seraient basés sur le principe, par exemple, des certificats d'économie d'énergie, afin de convaincre finalement d'aider les entreprises à augmenter la part modale cyclo-logistique au sein de leur process. Le quatrième levier, c'est d'agir sur l'urbanisme et sur le métabolisme urbain, qui est un bien public et qui pose la question de la qualité de vie urbaine. Donc, accélérer la mise en place de réseaux cyclables étendus et à haut niveau de service dans les agglomérations va évidemment profiter au développement, au déploiement de la cyclo-logistique et puis créer des espaces ressources et des aires de service pour cette même cyclo-logistique à intégrer dans les documents d'urbanisme, comme le fait notamment en ce moment la ville de Paris. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là à réinterroger son plan local d'urbanisme. Alors, pour finir par poser cette question qui me sert de transition et passer le relais et la parole à Gaëtan Piéguet pour les boîtes à vélo, y a-t-il in fine un passage à l'échelle possible de la cyclo-logistique pour transformer en profondeur les impacts et réduire en profondeur les impacts de la logistique urbaine? Une bien belle question. Merci, merci Julien. Je reprends peut-être la main sur le partage d'écran. Reprends la main, je te laisse. Hop. Tu peux me remplacer normalement. Alors, pour essayer de répondre à cette question, Julien, je vous propose de faire un panorama assez rapide, synthétique de ce qui se passe aujourd'hui en France sur la cyclo-logistique. Et la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot cyclo-logistique, parce que c'est quand même un néologisme. Hein. Il y en a qui parlent de transport de marchandises à vélo.
Et du coup, on parle aussi bien d'un artisan qui transporte un chauffe-eau que, par exemple, un particulier qui fait ses courses. Le choix notamment de la Fédération professionnelle de cyclo-logistique, c'est de s'arrêter au transport de marchandises à vélo pour compte d'autrui. Et donc, on distingue nettement le compte d'autrui du compte propre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse évidemment pas du tout aux artisans, mais qu'on restreint volontairement cette définition. Et vous allez voir que déjà dans cette définition du compte pour autrui, on met beaucoup d'activités différentes. Donc on a une première partie qui va être la chaîne du dernier kilomètre, donc intégrée à une chaîne logistique globale. C'est les flux qui entrent en ville et qui sont ensuite disséminés par le vélo cargo jusqu'au pas de la porte. Donc ça va être de la livraison de colis, du e-commerce ou de la livraison de colis pour professionnels. On va avoir également du premier kilomètre qui part de la ville pour sortir. Et donc, on va avoir, par exemple, de la collecte de déchets. Donc ça, c'est la deuxième image au milieu où c'est à Strasbourg la collecte de biodéchets. Ça peut évidemment marcher sur du carton, de l'encombrant, etc., etc. On peut avoir aussi de l'enlèvement de colis, évidemment, relié à la chaîne logistique globale. Et puis, on va avoir en troisième grande typologie tous les flux intra-urbains, où là, on fait beaucoup plus référence à soit de la course. Et donc là, on peut avoir le modèle des coursiers new-yorkais en tête, où ça va être peut-être des courses urgentes, où il faut aller vite, on a besoin de réactivité, où le vélo et le vélo cargo sont assez pertinents parce qu'ils sont très rapides en centre urbain. Et puis, il peut y avoir aussi de la sortie de caisse, donc des livraisons de commerçants directement vers des particuliers ou des professionnels. Donc, on a un exemple en bas à droite, par exemple, l'entreprise Agile en Ville qui livre à partir des carrefours, des supermarchés, livre des courses alimentaires pour les particuliers, des personnes âgées, etc., etc. En haut à droite, de la livraison de fleurs qui se fait pas mal quand même dans les entreprises de cyclo-logistique. Le champ, évidemment, de la livraison de repas et traiteurs, bien que dans les boîtes à vélo, on s'inscrit quand même en faux par rapport au modèle des plateformes de livraison de repas, le modèle ubérisé. Mais il existe des coopératives qui font de la livraison de repas, qui arrivent quand même à s'en sortir. Et il peut y avoir de la livraison de traiteurs. Et en bas à gauche, c'est les marmites volantes qui livrent des gamelles consignées. En milieu, en bas, c'est de la livraison d'objets loués, consignés. Donc, typiquement, c'est Kiloutou qui fait livrer à vélo, vélo cargo sur des chantiers du matériel de chantier. On va avoir évidemment, et ça c'est le champ historique de la messagerie, hein, les facteurs, donc pli, magazine et courrier. En bas à gauche, ça va être un secteur qui est aujourd'hui encore un peu expérimental, mais qui se développe mine de rien. C'est toute la chaîne liée à la température dirigée, donc chaîne du froid, éventuellement chaîne du chaud, et des véhicules de plus en plus sophistiqués qui, sur du vélo, vont permettre de faire du froid passif, du froid actif pour traiter ce genre de flux de marchandises. Au milieu, c'est ce que je vous avais mis sur les courses, donc ici des courses d'échantillons médicaux par exemple, où on a besoin de réactivité, de rapidité, et on est sur des volumes pas très importants, donc ça va bien. Et à droite, une activité marginale, hein, mais qui est du déménagement ou de la collecte d'encombrants, qui peut avoir une certaine pertinence sur certains créneaux. Donc voilà ce qu'on met, en tout cas au sein de cette fédération, derrière le mot cyclo-logistique. Les acteurs aujourd'hui de la cyclo-logistique en France, nous, on en a comptabilisé en 2021 110 entreprises spécialisées. Aujourd'hui, on est en train de refaire ce compte dans le cadre de cette étude nationale cyclo-logistique et on en compte près de 200 début 2023. Donc, on aura un chiffre évidemment stabilisé
avec l'étude. Et on observe des profils différents qu'on catégorise de la sorte. Il y a les entreprises spécialisées qui sont un peu les pionniers du milieu, qui font presque que de la logistique à vélo. Et on a des acteurs qu'on appelle mixtes, qui sont des acteurs traditionnels avec des flottes de véhicules légers et qui commencent à diversifier leur offre de véhicules pour aller sur du vélo cargo. Et on distingue même une catégorie d'acteurs opportunistes qui se mettent sur le créneau du vélo cargo parce qu'on leur demande et parce que il y a évidemment toutes les autres contraintes sur les autres modes de livraison. Donc vous voyez sur la carte que aujourd'hui les entreprises qui fonctionnent sont principalement situées dans des grandes métropoles, là où il y a principalement des fortes contraintes sur les autres modes de livraison. Quel matériel est utilisé dans le milieu de la cyclo-logistique? Il va y en avoir plusieurs différents. Ça, c'est un peu des grandes familles qu'on retrouve sur le vélo cargo. Alors, le long tail, je l'ai mis, le vélo rallongé qui est beaucoup moins utilisé sur de la cyclo-logistique. Il sera beaucoup plus sur du particulier pour transporter des enfants. On va avoir le vélo, déjà le vélo tout simple, classique, pour le modèle coursier très rapide qui aura un vélo mécanique tout simplement pour aller vite. Mais ça recouvre une petite part quand même des activités de cyclo-logistique. On va avoir le vélo remorque qui est un attelage qui permet quand même d'emporter une charge assez importante. On peut à la fois avoir des remorques qui sont tractées par un vélo assistance électrique qui peuvent emporter jusqu'à 200-250 kg de charge utile. Et aussi, maintenant, on voit apparaître des remorques à assistance électrique aussi, qui permettent d'emporter encore plus. Et donc, cet attelage vélo-remorque permet d'être assez flexible aussi parce qu'on peut tout simplement la détacher et avoir un vélo tout seul pour avoir d'autres cas d'usage. On va avoir le biporteur aussi, qui est une solution de compromis entre la capacité d'emport et l'agilité qu'on va avoir dans le milieu urbain, parce qu'on peut transporter environ jusqu'à 150 kg de charge utile et on est suffisamment maniable pour remonter les embouteillages. On est aussi large qu'un vélo, donc on peut passer quasiment partout. Puis là aussi, le biporteur, on peut l'accrocher avec une remorque pour augmenter encore la capacité d'emport. Les véhicules les plus gros, ça va être du tricycle et triporteur, où là, on a des plus grosses charges utiles. Ça va être des véhicules intéressants quand on a beaucoup d'arrêts à faire, parce qu'on n'a pas à mettre la béquille, juste on s'arrête et on peut se lever de son vélo. Donc, très approprié pour de la livraison de colis sur des tournées assez denses où on s'arrête beaucoup, alors que du biporteur et du vélo remorque, on sera plus adapté pour des courses un peu plus longues où on a besoin d'être rapide. Triporteur, tricycle, ça monte entre 200 et 300 kg de charge utile maximale aussi, qui nous permet d'emporter. Et là aussi, on peut avoir, comme j'ai parlé avant, des versions de véhicules qui prennent la température dirigée avec des vélos frigo ou des vélos glaciaires où on met des pains de glace dedans. Mais je rentre peut-être un peu trop dans le détail. À droite, vous avez une illustration d'un catalogue des boîtes à vélo. Vous pouvez aller voir sur notre site. Ça vous montrera un peu c'est pas du tout encore exhaustif, mais on travaille là-dessus. Ça vous montre un petit panorama de ce qui se fait dans le milieu du vélo cargo. Les typologies de tournée, j'ai commencé à en parler entre la livraison de colis ou de la course. Livraison de colis, on va vraiment être sur en bleu, la distance parcourue, plutôt des petites tournées avec un nombre de points livrés qui est assez important. Et à l'autre extrémité, on va avoir un coursier express où il faut faire beaucoup de kilomètres, traverser la ville. On a un rayon d'action qui est du coup plus important. On va être peut-être sur du 15 km pour la course et colis, ça va être 5 km maximum. Et donc, on a des typologies de tournées qui vont être différentes en fonction des activités de cyclo-logistique. Et
que nous, on remarque aussi dans certaines entreprises de cyclo-logistique, c'est qu'elles peuvent avoir aussi tendance à faire plusieurs typologies d'activités de cyclo-logistique, tout simplement pour ne pas être dépendant d'un client et avoir cette sécurité de la diversification des activités. Des enjeux assez importants quand même dans le sujet de la cyclo-logistique, c'est évidemment l'aspect foncier, les contraintes de rayon d'action du vélo cargo font qu'on doit être implanté forcément en centre-ville, ou en tout cas dans sa zone de livraison, pour pouvoir opérer. Et on doit, si on fait la logistique reliée à une chaîne amont de flux, on doit être relié aussi à ce qui arrive en amont. Et donc aujourd'hui, c'est principalement de la route. C'est-à-dire que notre hub de cyclo-logistique où on va faire le transfert de marchandises doit être à la fois bien situé en centre-ville ou aux portes du centre-ville pour avoir le rayon d'action du vélo cargo et connecté à la chaîne logistique amont. Et ça, c'est des contraintes qui sont quand même assez fortes parce que le foncier est évidemment une denrée rare en centre urbain. Et donc, si on n'a pas de hub cyclo-logistique, on peut pas vraiment opérer. Donc là-dessus, il commence à sortir un peu de documentation. Je vous ai mis un guide que vous pourrez retrouver dans le centre de ressources des boîtes à vélo, qui est un guide européen sur les hubs cyclo-logistiques. Dans le cadre de cette étude aussi, on va retravailler ce sujet et on voit qu'il y a des modèles un peu alternatifs qui commencent à sortir. Vous avez le cas en haut à droite de Fludis, qui est un hub fluvial qui arrive en centre urbain. Les vélos sont chargés dans le bateau et se diffusent ensuite dans la ville. Et puis, en dessous, le cas des micro-hubs de la Sogaris à Paris, où c'est des petits hubs tampons qui permettent de stocker temporairement de la marchandise et qui permettent de venir compléter l'offre qu'on peut avoir sur un hub plus important de cyclo-logistique qui, lui, accueillera des fonctions de stockage du matériel, réparation du matériel, cross-dock, etc. Le sujet des aménagements urbains, il s'accompagne beaucoup du plaidoyer vélo, en fait. Si on a une ville qui est cyclable, bien construite pour le vélo, a priori, ça ne posera pas forcément de problème pour le vélo cargo, modulo quelques petits éléments évidemment. Et là-dessus, nous, on encourage toutes les collectivités et les personnes qui travaillent là-dessus à se baser sur les recommandations du CEREMA qui sont certifiés tampons validés par les cyclo-logisticiens. Au final, le sujet des aménagements cyclables, c'est en fait, les cyclo-logisticiens, aujourd'hui, ils roulent aussi bien sur la route que sur les aménagements cyclables. Et ce qui fait plus la différence qu'un vrai réseau cyclable, c'est plutôt les contraintes qu'il va y avoir sur les autres véhicules. Donc, de la piétonisation, ZTL, ZFE dans une certaine partie, qui va faire que la cyclo-logistique aura un vrai levier de développement. Alors, mauvais titre ici, mais ce sont les dispositifs aujourd'hui qui sont en cours, et c'est un rapide panorama. Un colis actif qui est un programme C2E porté par Sofub qui subventionne de manière dégressive des colis livrés à vélo. On a évidemment le programme C2E Interlude qui mène des actions de concertation pour bâtir des chartes de logistique urbaine et dans lequel la cyclo-logistique a toute sa place. Un programme C2E Ma Cycle Entreprise porté par les boîtes à vélo qui a un aspect de formation plutôt des TPE à la cyclomobilité professionnelle, donc plus large, mais aussi dans le champ de la logistique. Et logistique qui est arrivé à terme, mais dans lequel a été produit des livrets métiers, cyclo-logistique et température dirigée. Et donc, les nouveaux programmes à s'intéresser aujourd'hui, les nouveaux programmes C2E qui sortent et qui s'intéresseront à la logistique, ça va être Lude Plus, qui est la suite d'Interlude. Le programme C2E Cyclo-Cargologie, porté par les boîtes à vélo, qui s'intéressera là aussi à la formation professionnelle des livreurs, dispatchers et managers en cyclo-logistique. Et un dernier qui s'appelle Marguerite, qui va plus être sur le compte propre. Mais tout ça, je ne m'attarde pas parce que je parle beaucoup trop. Je vois le temps qui défile.
Les gains sociétaux, on en a un peu parlé, donc je me permets de les passer. Les gains pour les entreprises, alors efficacité du véhicule, hein, santé aussi pour les livreurs, économie, image de marque. Il y a des contreparties à tous ces avantages. Il y a aussi des inconvénients forcément ou des freins à faire de la cyclo-logistique, hein. Par exemple, sur l'économie, bah, il y a le fait de devoir disposer d'un foncier en centre-ville et puis peut-être une masse salariale qui est plus importante par rapport à un modèle traditionnel VUL. Et puis les aspects santé, bah, c'est aussi l'appréhension du métier par les livreurs, parce que c'est quand même des métiers physiques. Il y a l'aspect intempérie et puis quand même une mauvaise image du métier de livreur aujourd'hui qui est compliqué à appréhender. Quelques défis hein, pour la filière. J'ai parlé rapidement des aménagements et l'aspect aussi contrainte qu'il va falloir mettre sur les autres modes, en particulier véhicules légers, si on veut que la cyclo-logistique se déploie. Un milieu concurrentiel qui est difficile hein, et on pense aussi à ces modèles ubérisés qui sont au final de la concurrence déloyale pour les entreprises coopératives, entreprises, etc. L'accès au foncier en centre-ville, on en a parlé. Une vraie filière de maintenance à consolider. Aujourd'hui, c'est encore un peu artisanal. Il faut qu'on arrive, comme au modèle voiture, à avoir dans chaque ville des garages vélo cargo où on sait qu'on peut avoir facilement des pièces pour réparer son vélo, aussi bien que le modèle automobile, en fait. Les problématiques matérielles et d'approvisionnement qui est liée à l'aspect maintenance. Et puis un manque de solutions bancaires et assurantielles adaptées, aussi parce que c'est des milieux émergents encore, et puis des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, avec des populations qui sont composées sur certaines typologies de logistique de personnes qui aiment le vélo en fait et aiment l'aspect sportif. Si on veut demain faire peut-être x10, x100 sur la cyclo-logistique, il va falloir aller chercher d'autres profils. Et là, il va falloir vraiment valoriser le métier, faire de la formation pour capter d'autres publics et puis peut-être faire shifter des livreurs en camionnette vers du vélo cargo. Les perspectives, le potentiel, et du coup, je reviens un peu sur la question de Julien. Où est-ce qu'on va pouvoir aller, jusqu'à où on va pouvoir aller avec la cyclo-logistique. Donc, quelques éléments de réponse. Il y a cette étude de l'Université Gustave Eiffel qui concluait que 2/3 des livraisons de colis dans Paris intramuros étaient réalisables en cyclo-logistique de manière économiquement viable. Ce qui est un chiffre assez important quand même et ce qui montre qu'on peut vraiment faire quand même beaucoup de choses avec le vélo cargo. Et puis le Shift Project qui a dans son rapport, je ne sais plus comment il s'appelle, le rapport sur le fret, son plan de transformation de l'économie française, postulait qu'il y aurait plus de 100 000 emplois dans la cyclo-logistique en 2050. Et aujourd'hui, on doit être entre 1000 et 2000 ETP, ce qui montre quand même la marge assez considérable qu'on va pouvoir aller chercher sur la cyclo-logistique. Et ça pose aussi évidemment des vraies questions sur l'emprise que ça va avoir dans la ville et la manière dont il faut l'imaginer dès aujourd'hui pour accueillir toute cette logistique. Et je pense que j'ai fini. Tout à fait. Je vais reprendre la main sur le partage d'écran et on a traité quelques questions directement à l'écrit dans le chat. On va en traiter rapidement 2 ou 3. On n'aura pas le temps malheureusement de toutes les traiter. Donc s'il y a des questions que vous avez posées auxquelles vous voulez une réponse et qu'on n'aura pas le temps de traiter là, je répète ce que Gaël a dit au début de la présentation, vous pourrez nous les adresser par mail et on prendra le soin d'y répondre par la suite. Donc je prends la question de Ronan Lemoulec que je relis. Les professionnels de la logistique à l'échelle des métropoles se sont adaptés aux ZFEM avec du bio-GNV et à de l'électrique. La législation est-elle adaptée au passage au vélo logistique? Et je lis ça avec votre question après, avec une autre partie de votre question. Comment les pouvoirs publics agissent-ils pour favoriser la cyclo-logistique? Ce sont deux questions un peu liées. La législation aujourd'hui, il n'y a pas de frein législatif au passage à la cyclo-logistique.
En revanche, on peut considérer que la législation et la réglementation n'est pas assez incitative pour permettre un changement d'échelle et un passage à la logistique à vélo. Et donc, la suite, comment les pouvoirs publics peuvent agir. Enfin, en revanche, non, il y a un autre point sur la législation qui est donc il y a quand même des enjeux à anticiper si on prévoit que la logistique à vélo change d'échelle. Des enjeux en termes de partage de l'espace avec les autres usagers, donc plutôt les cyclistes et les piétons, parce qu'on l'a vu dans ce que Gaëtan a présenté, mais les vélos utilisés pour la cyclo-logistique sont d'une autre dimension que le vélo classique de monsieur ou madame tout le monde. Donc en termes de partage de l'espace public et également en termes de stationnement. Si on y a un changement d'échelle, il y aura beaucoup plus de stationnement de vélos cargo. Aujourd'hui, ça ne pose pas de problème parce qu'on est sur des volumes assez faibles, mais c'est des problèmes qui sont à anticiper. Et l'action des pouvoirs publics, vous avez parlé des ZFEM, on peut parler aussi des zones à trafic limité, des ZTL, qui, elles, ne font pas le tri sur les émissions, mais font le tri sur les types de véhicules. On a un très bon exemple récemment de la ville de Rennes qui expérimente une zone à trafic limité sur son centre-ville, une bonne partie de son centre-ville. C'est ce genre de choses qui peut permettre au pouvoir public d'accélérer sur la logistique à vélo. Le deuxième élément de réponse sur une question qui portait sur les pays avancés, les plus avancés sur la cyclo-logistique. Une réponse rapide, donc nécessairement incomplète, mais à mon avis dans les grandes lignes exactes, qui est que les pays les plus avancés en cyclo-logistique sont les mêmes que ceux qui sont avancés sur le développement du vélo dans toutes ces acceptions. Donc, les pays les plus avancés en matière d'écosystème vélo, d'aménagement cyclable des villes, que sont bien sûr les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, les pays scandinaves. Et on pourrait considérer que les zones à trafic limité qui sont fortement développées en Italie ont eu un impact positif sur l'incitation dont Corentin parlait sur la cyclo-logistique, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux efforts qu'ont déployés les pays plutôt nordiques en matière d'aménagement cyclable depuis 40 ans, qui fait véritablement aujourd'hui la différence et qui fait que la France est aussi très en retard sur le développement professionnel et le passage à l'échelle des solutions cyclo-logistiques. Ce que l'on vous propose, c'est de passer sans plus attendre aux 2 retours d'expérience parce que c'est bien une belle transition entre la fin de l'exposé de Gaëtan Piéguet des boîtes à vélo et puis le premier retour d'expérience qui porte justement sur une tentative ou une tentation, une opportunité de conversion vers de la logistique à vélo d'une entreprise traditionnelle. Donc, je cède la parole à Richard Vieux-Coster qui va nous relater cette transformation, ce début de cheminement au sein de cette entreprise. Merci Julien. Alors effectivement, après ce panorama beaucoup plus assez exhaustif de ces questions, je vous propose de témoigner d'une expérience que j'ai eue en accompagnant une entreprise, donc c'est une mission de conseil. Il s'agit donc d'une entreprise dans le domaine de la sécurité anti-incendie et une entreprise qui donc a un métier de fourniture de matériel anti-incendie pour une bonne part des extincteurs et la maintenance de tous ces matériels installés sur des sites qui sont beaucoup ça peut être donc des bureaux, des locaux commerciaux, des cantines, ce genre de bâtiments. Et dans le contexte parisien intramuros, et on verra un petit peu après, ça concerne en réalité tous les centres-villes à partir d'une certaine densité, les conditions d'intervention deviennent de plus en plus compliquées. Donc, pour donner quelques chiffres, cette entreprise est intervenue au cours de l'année 2021 sur environ 4000 sites pour environ 100 000 vérifications d'extincteurs. On est sur une volumétrie importante et on est confronté à une entreprise qui se pose la question, qui se dit à un moment donné, comment est-ce que je fais pour continuer à intervenir dans Paris et dans les centres-villes ultra-denses et est-ce que même je continue d'y aller. La question s'est posée, est-ce que je ne dis pas tout simplement à mes clients, j'arrête, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Il se trouve que cette entreprise-là
a répondu je décide de continuer à aller dans ces secteurs en se disant je veux, ça fait partie de ma stratégie, alors que d'autres entreprises du même secteur font justement le chemin inverse en se disant je me concentre sur d'autres territoires où j'ai plus de rentabilité. Et pour compléter donc l'introduction, il s'agit d'une entreprise traditionnelle de type familial et pas du tout, je dis peu portée, mais en réalité pas du tout portée a priori sur l'innovation ou la disruption. Alors, en termes de point de départ, de constat, pour l'illustrer, donc slide suivante sur celui qui peut appuyer sur le bouton merci. J'ai fait des accompagnements terrain de techniciens pour voir concrètement de quoi on parlait. Alors, on prend très vite hein, quand on s'assoit à côté du technicien dans son véhicule utilitaire et que c'est une observation en pleine journée. Donc, un exemple, 4 km à 10h30 du matin en plein centre de Paris, 40 minutes pour circuler et trouver une place de stationnement. Et dans la même journée, un déplacement, cette fois-ci, donc c'était un peu après la pause déjeuner, 13h, 2 km, il a fallu 25 minutes pour à la fois se déplacer et stationner. Voilà, donc ça pose tout de suite le problème. Économiquement, quand on fait plusieurs sites dans la journée, ça pèse très très lourd et pour les techniciens, ça pèse beaucoup en fatigue à la fin de la journée, de passer en fait une bonne partie de sa journée, non pas à faire son métier, mais à essayer de s'en sortir dans les bouchons et à tourner contre une place. Suivante. Merci. Alors, le cahier des charges, en termes de demande du directeur général, il l'a résumé en on est dans une entreprise, je le dis, traditionnelle, plutôt de type familial. Le cahier des charges, c'était trouver de meilleures conditions pour travailler mieux au bénéfice des salariés et des clients. Alors, plus précisément, il faut s'adapter à un monde qui change, donc contraintes de circulation dans Paris. On a un gros problème de fidélisation des techniciens. Ce sont déjà des métiers sur lesquels on a du mal à embaucher. Maintenant, dans Paris, intramuros, avec les contraintes dont on a parlé, et c'est la même chose encore une fois dans des centres-villes de densité équivalente, on a des gens qui préfèrent aller travailler ailleurs. Un choix stratégique, commercial, de continuer à intervenir sur ces zones qui sont délaissées par d'autres acteurs du milieu. Quand je dis à un réseau bancaire, je continue à intervenir dans les mêmes conditions et au même prix sur les agences, même quand elles sont au cœur d'un centre-ville encombré, c'est plus facile de conquérir l'ensemble du réseau pour la France. Aussi, un objectif de réduire la pollution et de faire des économies d'énergie. Associé à ces ambitions-là, une opportunité identifiée par l'entreprise pour gagner en productivité, puisque, effectivement, si on se déplace plus rapidement et on réduit les problèmes de stationnement, on va passer plus de temps à faire son métier et donc à pouvoir facturer. Et au passage, une question sur l'optimisation de la logistique et logistique à la fois tout le matériel qu'il faut embarquer et puis logistique au sens optimisation des plannings d'intervention, les tournées d'intervention. Et puis, en même temps, donc là, je parle vraiment du cahier des charges qui a été présenté au début de l'étude, une volonté de simplifier les conditions de travail des techniciens pour leur demander plus en termes de développement commercial. C'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui arrive énervé par les conditions de circulation face à un client que quelqu'un qui finalement, dans un monde idéal, a pris du plaisir à se déplacer et arrive prêt et dispo avec une bonne énergie. Voilà, donc ça c'était ce qui nous a été demandé au début en disant, voilà, le but d'abord, c'est pas tant de gagner de l'argent notamment, hein, c'est d'abord d'avoir de meilleures conditions et puis essayer d'en tirer les bénéfices. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, en termes de méthode, ce qu'on a fait, c'est que on a étudié différents scénarios.
Donc, c'est ça que je vous symbolise avec cette apparition progressive de l'image, si ça fonctionne. On est parti du scénario actuel avec des véhicules diesel, essentiellement des véhicules légers type utilitaire. On s'est posé la question, finalement, si on s'adapte à minima, on passe en essence pour s'adapter à la réglementation. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on passe en véhicule électrique? OK, véhicule électrique. Et puis, les véhicules hybrides. Et puis, en continuant, bon, je me suis, moi, gardé d'apporter des solutions. C'est en travaillant avec les techniciens d'une part, mais aussi leur encadrement jusqu'à la direction générale. Tiens, les vélos cargo, bien sûr, on peut regarder qu'est-ce que ça donne. Le transport en commun, évidemment, au début, ça sortait, c'était plutôt de type brainstorming. Évidemment qu'on ne peut pas, c'est évident qu'on ne peut pas faire ce travail-là en transport en commun parce qu'on transporte du matériel. Et puis, en fait, quand on creuse la question, on se dit, bah, finalement, c'est quand même une question logistique, on peut peut-être dissocier. Et puis, si on fait un mix, donc les scénarios 6 et puis suivants, on peut peut-être mixer ces différentes solutions. Et c'était un travail qui était relativement théorique pour la plupart des gens qui participaient à ces ateliers, parce qu'eux ne croyaient pas forcément beaucoup au début à ces solutions. Et puis petit à petit, et c'est ce que j'ai voulu symboliser, c'est que l'idée, faisant son chemin dans l'esprit des uns et des autres, ils ont commencé à se rendre compte qu'en fait, en revoyant plus en profondeur leur organisation et en changeant l'organisation logistique, donc c'est la ligne du bas, on a vu qu'il y avait différentes façons d'organisation, je dis on pour symboliser le fait qu'on était une équipe à travailler là-dessus, on a commencé à voir des solutions techniques, on va dire, pour lever les contraintes. Et puis, on présentait ça au directeur général, qui à un moment donné, et j'ai quasiment vu la petite ampoule s'éclairer au-dessus de sa tête, à un moment donné, il a pris conscience du fait que si on se passait des voitures, si on mettait les techniciens sur des vélos, oui, c'était compliqué de le faire avec l'équipe actuelle qui, de toute façon, pouvait être redéployée très facilement dans le reste du réseau qui n'attendait que ça, parce que tout le monde est en déficit de techniciens, mais on pouvait embaucher d'autres personnes qu'on ne pouvait pas toucher aujourd'hui, à savoir des gens qui n'avaient pas le permis. Et à ce moment-là, au cours de l'étude, donc après cette méthodologie classique de consultant, on étudie différentes solutions un peu théoriques et on laisse émerger petit à petit les scénarios qui tiennent la route par rapport à ceux qu'on écarte. Donc, il y a cette opportunité qui est vraiment apparue dans l'esprit du directeur général, qui à un moment, ça a fait tilt. Et autant au début, il était sur la réserve, autant à un moment, il a dit, en fait, je comprends mon intérêt là-dedans. Et ce n'était pas du tout annoncé dans les objectifs initiaux. Je m'ouvre à un nouveau potentiel d'embauche. Et c'est ça, au final, qui a entraîné l'adhésion de la direction générale dans un projet de transformation est clé pour embarquer le reste des équipes. Suivante. Voilà. Au final, le scénario qui a été retenu en cible, c'est un mix de techniciens qui interviennent sur des vélos cargo, alors pas forcément ce modèle-là, qui permet d'emporter de l'outillage et 60 références de matériel, à savoir 1 ou 2 extincteurs les plus courants, il y a beaucoup de joints, des cartouches de gaz, un certain nombre de choses, pour une centaine de kilos à peu près, ça fonctionne dans le vélo cargo, et de le compléter, non pas avec une surface logistique foncière au cœur de la ville, comme souvent on le pense, mais avec ce que moi j'appelle un entrepôt mobile, à savoir un camion de type porteur qui permet d'emporter à la fois le matériel le plus lourd, certains types d'extincteurs et en certaines quantités, et puis tout un panel de références, types d'équipements qui sont moins utilisés, moins fréquemment, mais qu'on a besoin d'avoir soit de façon planifiée, parce qu'on sait ce qu'on doit faire sur le site, soit en dépannage quand le technicien est sur site et demande un certain type de matériel qu'il n'avait pas dans son vélo cargo. Donc, ça, c'est notre conclusion intéressante de l'étude, c'est vraiment cette combinaison de ces deux moyens
le vélo cargo qui permet d'emporter une certaine quantité de matériel, mais pas autant que ce qu'ils ont aujourd'hui avec leur véhicule, mais complété avec un véhicule qui comporte un stock mobile qui permet à la fois tous les jours d'ajuster ce dont on a besoin, de se déplacer dans la ville pour aller au plus près des sites d'intervention, et tout en évitant d'avoir besoin de ce foncier qui coûte très cher et qui en fait est moins pratique parce que lui, il ne bouge pas. Donc voilà la solution qui est apparue. Et finalement, ce qui ressort au final, et c'est la conclusion, à partir, je vous ai présenté les ambitions initiales, qui étaient le cahier des charges qui nous avait été présenté, et voilà finalement comment l'entreprise et le directeur général, au final, ce qu'il a retiré, ce qu'il a retenu de l'opportunité de ce nouveau schéma d'intervention. D'abord, il a pris conscience de la nécessité absolue d'une alternative à la voiture. On a vu que ça ne fonctionnerait plus, en tout cas dans le cœur de Paris et dans le cœur de certains centres-villes, ça n'est plus possible. Il a pris conscience que c'est un vrai gage de sérénité pour les techniciens. Et évidemment, pour une certaine population de techniciens, on ne met pas n'importe qui sur un vélo et certains n'iront jamais, c'est clair. Au passage, ça supprime quelque chose qui est stressant pour les techniciens, c'est le risque d'amende de circulation ou de stationnement, sur lequel il y a toujours un flou sur qui prend en charge. En tout cas, dans l'entreprise, là, il y avait toujours certaines étaient prises en charge, mais pas systématiquement. Ensuite, des coûts, économie de coûts directs, évidemment le coût de carburant, forcément, mais aussi le stationnement, puisqu'il y avait un surcoût identifié de 100 € avec le durcissement du respect du stationnement. C'est de plus en plus, enfin, il y a de plus en plus d'amendes quand on fait ce genre de métier. Et ils estimaient qu'ils avaient un surcoût à venir de 100 € par an. Ensuite, une meilleure productivité, puisque donc, il gagnait du temps au temps d'approche. Ce qu'il traduisait, non pas pour gagner plus d'argent, mais ça a été vraiment retenu comme mes techniciens gagnent du temps, ils vont plus facturer, et ben j'augmente leur variable. Ils vont être plus contents, plus motivés, et puis je vais les fidéliser. Et ça aussi, c'est essentiel. Et puis enfin, évidemment, alors c'est un message important dans ce genre de transition, de transformation, pour un directeur général, la partie transition écologique, c'est bien, je vais dans le bon sens, c'est important, mais il faut reconnaître que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et c'est comme ça que, c'est vraiment comme ça que c'est perçu. Donc, je sais que je fais quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, et puis j'en profite pour chercher à faire un gain d'image, faire du marketing. Et puis, puisque il peut y avoir une remarque sur le fait, encore un projet parisien. Oui, c'est vrai, parce que c'est souvent la remarque qu'on nous fait sur ce genre de sujet. Oui, c'est vrai, l'étude a été faite sur Paris, vue comme un pilote. En revanche, l'ambition d'entreprise est réellement de le déployer sur les autres villes de France qui ont un centre-ville dense. Voilà, ce retour d'expérience. Donc, j'ai voulu illustrer un cas concret et vous témoigner de la façon dont ça a été perçu par un directeur général qui doit jongler entre différentes contraintes, rentabilité de son activité, les contraintes sociales de son entreprise, et puis comment il perçoit les aspects de transition écologique et avec une vision de valeur marketing. Merci. Merci Richard pour ce témoignage, cette illustration concrète. Je ne sais pas si tu peux voir dans l'onglet questions-réponses, les questions qu'il y a. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre 5 minutes pour les traiter là et de passer au témoignage d'Odile juste après. On fera la même chose après le témoignage d'Odile. Est-ce que tu as accès, est-ce que tu vois les questions-réponses? Oui, alors je ne les avais pas vues, donc je les lis maintenant. Le nom d'entreprise, alors je n'ai pas eu le raccord pour communiquer sur le nom d'entreprise, donc je ne pourrais pas vous le donner. Chiffrer les gains de temps économie, donc c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles je ne souhaite pas une certaine confidentialité. Ce que je peux dire, à la limite, au final, pour l'entreprise, le schéma actuel avec ces véhicules légers et la simulation qu'on a faite en cible avec le schéma montré, c'est à peu près ISO en termes de budget. Et l'entreprise, à travers ça, ne cherche pas donc à réduire ses coûts,
n'a pas cherché à réduire ses coûts, était même OK pour, si ça coûtait un peu plus cher, et donc si on avait chiffré plus 5%, ça n'aurait pas posé de problème. Voilà. Où charger les vélos, là, c'est des locations de places de parking avec bornes de recharge. C'est ça la solution. Dans les bons endroits à Paris, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin dans ce schéma d'avoir un endroit où mettre tous les vélos. C'est plus finalement le technicien qui est concentré, qui travaille dans le 17e, on lui trouve une place de vélo adaptée pour la recharge dans le 17e. Vélo cargo pose quand même quelques contraintes de stationnement, bien sûr, mais beaucoup moins qu'un véhicule. Voilà, ça c'est clair. Stress à vélo. Alors, il y a un vrai sujet, pas tant de stress, de sécurité. Ça, c'est vrai que c'est un sujet ouvert. Comment assure-t-on la sécurité? Ce sujet-là, je ne peux pas prétendre avoir de solution notamment complète à cette réponse, à part de la formation et de la sensibilisation à la sécurité. Bien sûr, les équipements qui vont bien, mais il y a un risque, c'est vrai. C'est parfaitement. Alors, comment aborder le fait que oui, tout le monde ne peut pas mettre n'importe qui sur un vélo. La façon vraiment, évidemment, c'est une question qui est ressortie très rapidement. La réponse a été l'équipe équivalente ce sera basée sur le volontariat, ceux qui veulent bien passer sur un vélo. Et ça concernait une petite partie de l'équipe, maximum 10 à 20% des techniciens actuels. En revanche, ce qui a été identifié, c'est que de toute façon, quasiment tous souhaitaient passer sur les agences à l'extérieur de Paris. C'était beaucoup plus facile de circuler en voiture. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait recruter. Le plan, c'était de recruter de nouveaux techniciens pour Paris Intramuros et des gens des gens comme ça a été cité tout à l'heure, hein, des gens qui prennent plaisir à être en vélo, avec une question est-ce qu'il y a suffisamment est-ce qu'on va trouver des gens qui à la fois sont des bons profils de techniciens et des gens qui aiment suffisamment le vélo pour en faire? C'est le pari qui a été fait. Au début, ça pose pas de problème. Après, évidemment, avec le développement, si on veut atteindre, comme le Shift Project le présente, 100 000 personnes en cyclo-logistique, évidemment, là aussi, ça va être peut-être de plus en plus difficile de trouver des personnes à qui ça correspond. Alors, je vous propose cette question a une très bonne transition avec le témoignage suivant d'Odile de Carton de Plein. Donc, si ça te va, Richard, tu peux répondre rapidement par écrit, en cliquant sur saisir une réponse aux questions qui restent. Et comme ça, nous, on a bien le temps on peut bien prendre le temps de passer aux dernières prises de parole de cette webconférence. Très bien. Et donc, Odile, allez-y. J'enchaîne. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, Odile Rosset, donc moi, je suis la directrice de l'association Carton Plein. Donc, je vais vraiment m'inscrire dans la continuité de tout ce qui a été énoncé de manière théorique ou concrète sur le dernier exemple. C'est vraiment, je pense qu'on partage tous les mêmes avantages, les mêmes opportunités, les mêmes difficultés. Peut-être en ajoutant ce qui est la spécificité de Carton Plein, c'est-à-dire le côté associatif, certes, mais surtout le côté inclusif aussi de la cyclo-logistique. Donc, en fait, nous, on est une association, alors on est parisien, c'est effectivement encore un exemple parisien, mais qui pourrait se généraliser sur tout secteur urbain dense, pour le qualifier comme ça. Donc, nous, on a 11 ans et notre raison d'être, c'est de lutter contre la grande précarité par le travail. Donc, le but du jeu, c'est de pouvoir employer des personnes qui sont dans des situations de vie un peu compliquées, notamment des personnes qui sont à la rue ou qui ont eu des longs parcours d'errance, avec la conviction que nul n'est inemployable et qu'il suffit que le travail soit adapté aux personnes et non l'inverse. Donc, en fait, quand on s'est créé il y a 11 ans, on a souhaité effectivement aller vers cette typologie de public-là et réfléchir à des activités qui soient aussi engagées dans le sens de la transition énergétique et du coup, d'inventer des activités accessibles qui soient bas carbone. Donc, on s'est lancé sur la collecte de cartons à vélo et donc sur le réemploi de ces cartons. Donc, il y avait vraiment une logique d'économie circulaire et puis de mobilité douce et de logistique douce. Et qu'est-ce qui était intéressant dans cette idée de départ, c'était effectivement d'utiliser le vélo. Ça a été dit rapidement dans le dernier exemple, mais
le vélo a cet avantage aussi d'être accessible à des personnes qui n'ont pas le permis et des personnes qui ont un niveau de français voilà, qui peut être varié, etc. Donc ça ouvre effectivement la palette des salariés qui peuvent venir intervenir dans ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment notre histoire d'origine. On est assez persuadés, depuis tout potentiel d'emploi aussi de la cyclo-logistique. On a fait une étude notamment, alors ça m'a rassuré de voir qu'on avait à peu près les mêmes chiffres. On a travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle Greenflex et qui arrive à peu près au même chiffre, hein, d'un petit tiers de marchandises qui pourraient être transportées en vélo cargo, un potentiel là qui était pour l'Île-de-France de 20 000 cyclo-logisticiens et cyclo-logisticiennes à horizon 2030. Donc, on est assez persuadé du potentiel d'emploi de ce segment de la cyclo-logistique et surtout, nous, convaincus que que ça peut être aussi un support d'activité pour l'inclusion. Donc, on est devenu aussi organisme de formation, par exemple, à la cyclo-logistique pour des personnes éloignées de l'emploi. Donc aujourd'hui, en fait, on est sur différents dispositifs sociaux, mais pour revenir peut-être sur la question de l'activité, donc aujourd'hui, on collecte, on transporte, on livre et on déménage à vélo. Donc, on essaye d'adapter les supports d'activité aux personnes qu'on a avec nous. Donc, on est beaucoup, en fait, aujourd'hui historiquement, on était sur les particuliers. Au fur et à mesure, on s'est développé aussi sur les professionnels et plus récemment sur les marchés publics. Donc voilà, on est un peu sur la palette de diversité de clients. Donc, on collecte beaucoup sur ce qui est assez pertinent sur Paris, pour nous, c'est plutôt le premier kilomètre finalement. Parce qu'on on est sur des locaux très parisiens, donc on n'a pas de grands entrepôts, on n'a même pas d'entrepôt tout court, hein, on est plutôt sur des locaux commerciaux relativement classiques gérés par des bailleurs sociaux de pieds d'immeuble. Donc, on a 2 ateliers de 200 mètres carrés. Et quand je dis 200 mètres carrés, parfois il n'y a que 100 mètres carrés de plein pied et le reste est du sous-sol ou de l'étage. Donc en matière logistique, c'est vraiment assez restreint. On n'a pas réussi les dernières années à trouver des surfaces un peu équivalentes ou supérieures à notre portée. Donc en fait, on a plutôt pris le parti de grignoter plutôt par des parkings, soit des parkings qui ont encore des usages de parking, soit dans des parkings qui cherchent des nouveaux usages, parce qu'il y a beaucoup de parkings vacants et de places de parking vacantes à Paris depuis quelques années. Donc, on est plutôt en train de grignoter des petites surfaces. Donc, on y va parfois par 12 mètres carrés, 25 mètres carrés, pour avoir des petites surfaces logistiques supplémentaires. Et donc, plutôt sur le premier kilomètre, finalement, on est beaucoup sollicité, on se développe pas mal sur cette collecte du premier kilomètre, c'est-à-dire la micro-collecte, la collecte d'hyper-proximité, où le camion, effectivement, à plusieurs titres, n'est plus considéré comme quelque chose d'acceptable, d'accepté ou de tout simplement faisable. Donc, si je prends l'exemple, peut-être un exemple assez caricatural, c'est avec la collecte de mégots. C'est vrai que déplacer un camion, même si c'est un petit camion, pour s'arrêter sur des fréquences d'arrêt très, très régulières ou des distances entre 2 points très courtes, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun sens aujourd'hui. C'est même plus accepté par les clients. Le double fil n'est plus accepté. Voilà, donc pour cette typologie de flux, par exemple, c'est hyper pertinent de le faire en vélo. Donc, c'est vraiment de la micro-collecte. Hein. On est sur les tournées de nos livreurs font plutôt 40 km dans la journée maximum. En général, ça peut être beaucoup moins. On va s'arrêter très souvent, on va massifier, on va mettre tout ça en un point, donc dans un micro-lieu de stockage. Et notre client va venir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours pour l'amener à son point final. Donc, cette logique du premier kilomètre est intéressante parce qu'elle permet d'être dimensionnée, j'allais dire, de manière cohérente avec nos espaces de stockage, alors que la logistique du dernier kilomètre peut-être demande quand même des microbes d'une taille un peu supérieure. Donc voilà, collecte de carton, puisque ça vient alimenter notre filière d'économie circulaire, puisqu'on va revendre, on va repréparer, on va revendre nous le carton de réemploi derrière. Mais on peut collecter pour le compte d'autrui, effectivement, d'autres typologies de déchets. Donc, ça peut être les mégots. Vous voyez sur la photo que ça peut être aussi, par exemple, des déchets verts de fleuristes. Ça peut être du compost. Ça peut être, à l'époque du Covid, on a collecté des masques ou des visières. Enfin, on peut s'adapter sur des filières qui sont d'une densité pertinente pour l'usage du vélo. On va avoir toute une partie de transport aussi. Alors, plutôt... pour des marchés publics notamment. Donc, ça peut être des repas préparés en cuisine centrale par la ville de Paris ou le centre d'action sociale et à distribuer dans des restaurants ou dans le cadre de gymnases
transformé en plan d'hébergement d'urgence pendant le plan grand froid, par exemple. Ça peut être, c'est ce que vous voyez en haut à gauche là, de la photo pour le compte d'un client, donc avec des événements. Donc là, on est plutôt sur du dernier kilomètre, effectivement, à petite échelle, mais quand même du dernier kilomètre. Donc on va recevoir tout leur matériel dans le cadre de la Paris Design Week et distribuer donc leur totem et tous les kits aux différents showrooms. Voilà sur la partie livraison. Et puis la dernière activité qui tend un petit peu à se rétrécir en volume, c'est l'activité de déménagement à vélo, qui est l'activité sur laquelle on s'est fait connaître et qui continue à être proposée, mais qui est assez difficile comme activité. Difficile en termes de commercial, parce qu'une fois c'est difficile de fidéliser des clients sur l'activité de déménagement. La récurrence est quand même assez éloignée. Donc, il y a une chronophagie du côté commercial. Et puis, c'est une activité qui est tout à fait faisable à vélo et tout à fait pertinente. C'est pour ça qu'on l'a resserré sur les petits appartements, les petits logements, mais qui est quand même difficile parce que la partie manutention est la même qu'un déménageur et la partie transport, là, pour le coup, est plus physique que celle d'un déménageur classique en camion. Donc, on le fait pour les petits appartements. La moyenne de nos clients, par exemple, à Paris, déménagent sur une distance de 1 km. Donc, effectivement, là aussi, il y a cette notion d'acceptabilité. Aujourd'hui, ça paraît complètement fou, en fait, de louer un camion et d'acheter des cartons neufs, d'ailleurs, pour déménager et pour avoir des cartons à usage unique. Donc, voilà nos 3 typologies d'activités. Sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, alors, moi j'entendais la sérénité du déplacement à vélo. Je me mets un tout petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. Moi je le fais régulièrement. C'est quand même très stressant de piloter finalement son vélo. Et ça, alors on est en vélo remorque, en biporteur remorque. On a un peu tout testé, mais on est beaucoup sur des vélos avec remorque ou bicilift et roll pour essayer de standardiser le matériel. Ça reste quand même un petit peu un parcours du combattant de pouvoir se déplacer. Alors effectivement, les matériels sont adaptés pour les pistes cyclables, mais on peut aussi être sur la route. Donc ça, il y a une flexibilité qui est assez intéressante, même si je ne sais pas si elle peut être pérenne. Mais en tout cas, pour l'instant, effectivement, on peut rouler sur les deux. Mais c'est vrai que quand on est embarqué dans une piste cyclable et qu'on n'a pas repéré que quelques mètres plus loin, il y avait un véhicule en double fil, un taxi, un container poubelle qui bloque le passage, une petite anomalie de l'aménagement urbain avec un rétrécissement de la piste cyclable et que la remorque ne passe plus, là on est un peu coincé. Et qu'il n'y a plus cette souplesse et cette flexibilité d'un vélo où c'est pas grave, on met pied à terre, on porte son vélo, on le met sur le trottoir, on redescend. Quand on a une remorque qui contracte 150, 180, 200 kilos, on n'a plus cette flexibilité, cette souplesse-là. Donc, c'est quand même un peu le parcours du combattant. On peut commencer à se faire klaxonner par des cyclistes dans les pistes cyclables un peu type boulevard, où on n'a pas la vitesse qui va bien parce qu'on va moins vite qu'un vélo électrique à vide qui a envie de tracer une doublée. Donc, il commence à y avoir un petit peu aussi de partage de l'espace public et notamment de partage de la piste cyclable qui peut, alors c'est assez rare encore, mais qui peut commencer à frotter un petit peu. Qu'est-ce qui peut être difficile aussi, c'est la question du matériel. Donc, nous, il y a 12 ans, on était un peu le précurseur quand même, donc on a testé différents types de matériel, on était sur des choses qui étaient relativement artisanales. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout de suite, là, on essaye d'aller sur des matériels standardisés, notamment pour la maintenance, parce que c'est quand même un des gros facteur de vigilance pour nous, c'est évidemment la sécurité et le matériel et la fiabilité du matériel en fait partie. Donc, on essaye d'aller effectivement vers du matériel standardisé, industrialisé. On peut avoir une garantie sur le remplacement des pièces où les entreprises de maintenance, que les entreprises de maintenance connaissent et donc peuvent nous réparer les remorques et les vélos. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en sous-traitance. Nous, on n'assure pas la maintenance, on fait des petits checks, mais on assure la sécurité de cette manière-là. Une autre difficulté ou un autre point d'attention et c'est pour un sujet intéressant, l'arrivée dans le paysage de la fédération professionnelle de cyclo-logistique qui amène aussi ces sujets de reconnaissance du métier avec toutes les déclinaisons que cela peut considérer et notamment la question du statut en fait. Donc on ne sait pas très bien si on a un vélo ou si on a un transporteur, donc est-ce qu'on peut aujourd'hui être dans les pistes cyclables mais demain est-ce qu'on pourra continuer à y aller?
Sur un autre aspect, par exemple assurantiel, aujourd'hui, on est un peu dans une zone grise. Donc finalement, nous, on est assuré, par exemple, au titre associatif. Donc c'est assez intéressant, mais par exemple, on n'a pas d'assurance très précise pour les biens transportés. Donc on est un peu dans des zones où tout n'est pas encore écrit autour de la cyclo-logistique. Et effectivement, il faut, y compris sur des déclinaisons assez concrètes, type assurantiel, il faut aussi définir le statut du métier de cyclo-logisticien puis de la profession de cyclo-logisticien. Donc un gros aspect, c'est la question de la sécurité des personnes et du coup de la formation. Donc nous, on s'est lancé dans un dispositif qui s'appelle la formation en situation de travail, la FEST. Donc on a développé des modules, effectivement, pour de conduite en sécurité, de chargement, de relations clients. Alors, on essaye de faire ce qu'il faut pour que les personnes sont très vite en autonomie, en fait. Donc il y a des systèmes de binôme, mais on ne peut pas mettre un encadrant avec un ou une livreuse. Donc très vite, il faut aller sur de l'autonomie et effectivement, c'est de l'autonomie dans la circulation, sur l'espace public. Donc il y a un gros effort de formation à faire. Voilà, et peut-être je voudrais conclure en disant, enfin en tout cas ouvrir au débat. Je pense qu'il y a un point qui a été cité, c'était la question du recrutement. Et effectivement, la nécessité d'ouvrir si jamais le secteur se développe, et c'est ce qui est le cas. Donc, il y a effectivement un problème de recrutement et de développement, enfin en tout cas de diversification des profils de livreurs et de livreuses. Donc, j'ai vu une petite question dans le chat tout à l'heure. Effectivement, c'est quand même un métier qui est hyper masculin. Nous, on a 30 livreurs. Aujourd'hui, on fait le maximum, parce qu'on est hyper engagé sur la féminisation des postes et on y arrive sur nos autres activités, mais sur le vélo, on n'y arrive pas. Alors, on a un peu l'image des ménageurs et on a du mal à casser cette image-là, mais effectivement, il n'y a aucun… Enfin, moi, je le fais avec les collègues de temps en temps et je n'ai pas de difficulté. Il n'y a pas de frein à l'arrivée des femmes sur ce métier-là, mais il y a des freins, des plafonds de verre ou des changements d'image à opérer. Vous voyez que la photo du milieu, c'est ma collègue encadrante technique. Donc, c'est aussi une manière pour nous de montrer que sur le vélo, il peut y avoir des femmes, mais c'est encore difficile. Et puis, effectivement, il faut ouvrir à des typologies de personnes un peu différentes pour échanger régulièrement avec des coopératives de livreurs. C'est vrai qu'il y a un profil un peu dominant, un peu masculin, plutôt homme, enfin voilà, masculin, 30 ans, blanc et passionné de vélo, et qu'il faut qu'on réussisse à ouvrir ça. Et effectivement, le support structure d'insertion peut aussi être une manière d'inclure dans ce secteur montant et au potentiel des personnes qui ne sont pas forcément fans de vélo, des personnes qui ne se voient pas forcément faire carrière toute leur vie dans cette activité-là, mais pour lesquelles ça peut être une opportunité de retour à l'emploi également. Voilà, je ne sais pas si j'ai été complète et claire, mais merci pour le petit mot. Merci beaucoup, Neil Rosset, c'était passionnant. On est évidemment en situation délicate pour conclure et ce n'est pas le but de ces quelques dernières minutes. Donc, je vais laisser Corentin coordonner un aspect question-réponse. Ouais. Je vais juste en prendre une. Je crois que c'est Abel Guggenheim qui demandait si la proportion d'usage du vélo mécanique versus les vélos électriques dans ces différents métiers, si on avait des chiffres. Je ne crois pas côté boîte à vélo, Gaëtan, qu'on ait des chiffres précis là-dessus. Ce que je pense, c'est que la tendance va être évidemment à l'électrification, sinon complète, en tout cas dominante, des flottes de vélos dans ces usages cyclologistiques. Et oui, donc, je vois que vous avez indiqué que vous vouliez répondre à cette question, mais qui soulève effectivement des questions de santé et d'éco-bénéfices du vélo et une bonne manière de les mettre en lumière. Je vous laisse la parole là-dessus sur la question de M. Parlange. Sur les assurances. La question est, est-ce qu'on a des meilleurs tarifs par les complémentaires d'assurance pour ses employés, étant donné qu'une partie des employés font de l'exercice physique régulier? Autrement dit, sont moins sujets, et ça a été démontré par beaucoup d'études, sont moins sujets aux maladies cardiovasculaires et aux autres maladies, à d'autres maladies diverses et variées, sont en meilleure santé.
vous laisse la parole. Alors, pardon, j'ai eu un petit loupé de réseau. La question s'adresse à moi? Oui, je vois que vous avez D'accord. Odile Rosset, vous avez Non, posé cette question en direct. malheureusement, non. Ce n'est pas un facteur qui est pris en compte par les assurances. On est plutôt dans le schéma inverse où en fait, quand on roule tous les jours du matin au soir et qu'il y a 30 personnes qui roulent du matin au soir à vélo, on a régulièrement quand même, alors heureusement pas des gros accidents, mais il y a quand même régulièrement de la casse. Ça arrive assez vite. Voilà un exemple tout bête. Un cycliste va, un creux dans la chaussée. Voilà, la remorque va s'arrêter net, le vélo et la remorque vont s'arrêter net et il peut y avoir un peu de casse. Donc on est plutôt sur des malus ou ça va plutôt dans l'autre sens quoi avec les assurances. Et effectivement, c'est pas fait pour un service à vélo. Donc on est en permanence dans des marges en fait. Très bien, merci pour cette réponse et ces éclairages. Je vois pas d'autres questions qui. Alors, il y en a une qui vient d'émerger à laquelle on a le temps de répondre. La charge de la manutention qui est associée à la livraison peut-elle être reportée vers le personnel expéditeur ou destinataire, ou est-ce toujours le livreur qui la gère? Alors en général, c'est nous qui la gérons, effectivement. Donc ça veut dire plusieurs allers-retours. Alors nous, on est assez vigilants, on n'oublie pas, c'est vraiment notre but premier d'être une structure d'insertion. Donc on est très vigilant sur les missions qu'on accepte et on ne fait pas le métier de coursier, par exemple. On n'est pas sur le colis. On va être plutôt sur des gros volumes et peu de points et du temps pour le faire que sur de la course contre la montre et un modèle économique qui nécessite une vraie pression. Donc, tout ce qui est dans la remorque peut être transporté par le livreur. Et sinon, on marche par système de binôme. Et c'est pour ça qu'on joue sur plusieurs dispositifs d'insertion. Donc, on est chantier d'insertion et entreprise d'insertion pour celles et ceux qui connaissent un peu le domaine. Et ça permet de faire des binômes avec un peu un rôle de support à l'équipier principal. Et le client peut donner un coup de main. Parfait, merci pour ces réponses. Et je vois qu'il est 15h27, donc ça va laisser tout juste le temps à Gaël de conclure. Juste un mot de conclusion sur cette conférence qui a permis de. On a pu dresser un panorama pour la première partie avec Gaëtan et Julien, mais on a vu ensuite des éclairages qui montraient que c'était possible. Donc le but était plutôt de soulever des enjeux, des questions et de montrer que la logistique à vélo avait de l'avenir, mais qu'il y avait du travail aussi pour la développer. Et ça tombe bien, visiblement, on a des acteurs qui sont intéressés, qui sont motivés sur ce sujet-là, mais c'est un sujet aussi multi-parties prenantes qui va nécessiter de mobiliser toutes ces parties prenantes, collectivités, acteurs privés, autres acteurs publics, etc. Un grand merci à tous les intervenants et aux participants pour vos questions dans le chat. Et à très bientôt pour une prochaine webconférence APCC. Je vous remercie.